Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir en direct dans la tournée Spar 360. J'espère que vous passez un bon week-end. En tout cas, très heureux de vous retrouver ce soir pour une interview vraiment exceptionnelle. On va être en direct ce soir avec un sportif vraiment d'exception, avec François. François, si tu nous rejoins sur le live, ok. Juste en bas, tu peux demander à rejoindre. Sinon, je vais t'inviter. François, 7 fois champion du monde. Vraiment un palmarès extraordinaire, 2 records. Il a fait 2 fois les JO aussi. Donc vraiment un grand honneur ce soir de pouvoir se connecter et de pouvoir le recevoir. Donc on est en direct de Tenerife les amis. On est en train de se connecter tranquillement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. Alors, euh, donc François, je vais voir si je vois ton invitation. Clac, sinon je t'invite. Alors, yes. Salut François. Salut! Salut, est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, je t'entends bien. Super, alors attends, je vais monter un peu le son pour moi. Nickel. François, ben écoute, je suis très heureux de faire ta connaissance, vraiment. Et merci à toi d'avoir accepté ce petit direct pour nous partager ton histoire et ton parcours sportif. Vraiment incroyable. Donc cette fois champion du monde, tu as fait 2 records aussi. Donc tu es cycliste de haut niveau, tu as assisté 2 ou 3 fois au JO aussi, c'est ça? Alors, j'ai fait les JO de 2004 à Athènes, Ah, Pékin et plus que Londres. ça? Pékin et Londres, j'étais remplaçant. Et après, j'ai fait Rio et Tokyo. 4 fois. Ouais. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Mais François, merci à toi. Je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu aujourd'hui qui tu es déjà, qu'est-ce que tu fais, et après on parlera de ton parcours aussi incroyable. Bon, moi, je m'appelle François Pervy, j'ai 37 ans. Alors, je ne suis pas, j'étais sprinter sur piste, cycliste professionnel. Je viens tout juste de prendre ma retraite après les JO de Tokyo. Donc, j'ai fait 20 ans de haut niveau, 20 ans d'équipe de France. J'ai fait 19 ans chez les Valides, le sport classique. Et puis pour ma dernière année, en 2021, j'ai accompagné un malvoyant sur un tandem. J'étais le pilote du tandem. Et donc tous les deux, on a été chercher une médaille de bronze aux JO, aux Jeux paralympiques de Tokyo, sur l'épreuve du kilomètre. Donc moi, c'est essentiellement sprint sur piste. Donc c'est beaucoup de muscu et puis des sprints Hmm. tous les jours. Donc il n'y a pas de compétition sur route pour moi. C'est trop long. Excellent, excellent. Donc ouais, c'est aussi une autre préparation. On pourra en parler aussi si tu veux. Mais en tout cas, la question que je vais te poser, François, c'est comment tu as commencé le sport? Est-ce que c'était sur un vélo? Est-ce que c'était toute autre chose? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Alors oui, on peut dire que je suis né sur un vélo. Depuis tout petit, j'ai toujours eu un vélo à ma taille. Mais avant de prendre ma première licence de vélo à l'âge de 12 ans, j'avais déjà fait du foot avant et j'ai fait aussi 2 ans de tennis. Et je me suis cassé entre 10 et 12 ans, je me suis cassé 3 fois le poignet. Donc c'était ma période de tennis. Donc le tennis, c'était fichu. Et puis ensuite, voilà, j'ai commencé le vélo à 12 ans en compétition dans un club. C'est-à-dire en compétition, c'était du vélo de route, c'était de Alors, suite du sprint? Alors, non, quand tu as 12 ans, quand tu rentres dans un club de vélo, euh, moi, mon père avait envie que je touche un petit peu à toutes les épreuves du cyclisme en général, pour voir dans laquelle je me comportais le mieux. Et puis, c'est surtout aussi, tu apprends. Tu apprends à bien tenir Hmm. sur un vélo en faisant un peu de VTT, un peu de piste, un peu de route, un peu de cyclocross. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait du VTT, du cyclocross, de la route et de la piste. La seule chose que j'ai pas faite, c'est du BMX parce que c'était vraiment quelque chose de trop technique Hmm. et là ça pouvait générer rapidement des chutes et des fractures. Donc j'ai pas fait de BMX, mais j'enchaînais piste, route, cyclocross et VTT durant toute la saison. Tous les ans Hmm. j'ai fait ça. Avant de me spécialiser quand j'avais 17 ans pour ne faire que de la piste, parce qu'à un moment donné, à vouloir trop tout faire, bah on fait tout moyennement. Et j'ai choisi à 17 ans de ne faire que de la piste et de rentrer en équipe de France piste parce qu'on m'a donné l'opportunité de rentrer dans le pôle France à l'INSEP. Hmm. Excellent. Justement, j'allais te poser la question, François. Donc, quand tu es jeune, est-ce que déjà, quand tu es jeune, tu as ce goût de la compétition? Qu'est-ce qui t'anime, du coup? Parce que c'est vrai, quand on est plus jeune, on a peut-être des raisons différentes.
de faire un sport que quand on grandit. Qu'est-ce que tu aimes à travers le vélo déjà quand tu es jeune? Moi, quand j'étais petit, tout simplement, pour moi, le vélo, je m'éclatais, quoi. Je passais mon temps dessus, je crapahutais partout, j'essayais d'escalader partout. Mais ce que j'aimais, c'était tout de suite la compétition, gagner, être le meilleur, dominer un peu son adversaire. Même déjà quand j'avais 12 ans, il fallait que je gagne. Hmm. Il fallait que je gagne. J'étais compétiteur et finalement, ça m'est toujours resté. Et puis ensuite, jusqu'à aujourd'hui. Donc Hmm. c'était d'abord le goût de prendre du plaisir. De toute façon, en plus, quand tu gagnes, forcément, tu prends du plaisir. Donc c'est plus facile. Et puis ensuite, puisque j'ai gagné déjà tout petit, et puis chaque année, dans chaque catégorie, j'ai réussi à gagner mes compétitions. Donc forcément, ça donne toujours envie de continuer, ça donne envie de bien t'entraîner, et puis de toujours voir plus haut. Hmm. Yes. Ce que tu dis, c'est quelque part, t'aimes voilà, t'aventurer quand t'es jeune, et t'as aussi le goût du défi, de un petit peu voilà, se confronter aux autres. Et, euh, et comment ça se passe du coup? Parce que ben, quand on est jeune, il y a aussi, on est comme toi, peut-être on est dans un club, voilà, on fait des compétitions. Qu'est-ce qui fait que quelque part pour toi, ben, ça va décoller, tu vas avoir des opportunités, on va te remarquer? Alors nous, dans notre sport, le cyclisme en général, euh, les opportunités, c'est aux alentours de 16-17 ans. Quand on arrive en junior, déjà, catégorie junior, là, on commence déjà à être assez mûr physiquement. On atteint généralement sa taille maximale et on commence déjà à être un peu performant. Et puis, c'est là où aussi arrivent les compétitions internationales dès les juniors. Donc là, déjà, tu te vois aussi, tu te compares au niveau international si tu es sélectionné en équipe de France. Donc, moi, tout simplement, j'ai été, euh, j'ai été remarqué sur un championnat de France. J'étais en junior première année et j'ai fait deuxième des championnats de France. Et j'ai battu des gars qui étaient déjà en pôle France, qui s'entraînaient depuis 1 voire 2 ans en pôle France. Et moi, je m'entraînais jamais parce que dans mon département, il n'y avait pas de piste. Donc Hmm. moi, Pistard, quand j'ai été faire le championnat de France, j'y étais vraiment sur mes qualités vraiment naturelles. J'avais pas encore touché à une barre de musculation, je savais pas ce que c'était. Donc puisque nous, c'est beaucoup de force, puissance, explosivité. Hmm. Ça, on le développe aussi en musculation. Donc j'y suis vraiment allé sur mes qualités naturelles et j'ai fait deuxième. Et puis c'est là, l'entraîneur national, il est venu me voir et puis il m'a dit, bah, si tu veux, à la rentrée, tu rentres à l'INSEP, l'Institut national de l'expertise physique. Et là où il y a le pôle France, et donc là où il y avait les champions du monde et les champions olympiques français de ma discipline, j'ai réfléchi un petit peu et puis je me suis dit, allez, c'est bon, parce que moi à l'époque, j'avais 16-17 ans, je voulais faire le Tour de France, je voulais faire les grandes classiques belges, j'adore les courses pavées, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix en France, et moi j'avais espoir d'être professionnel sur route. Hmm. Mais ma saison de route cette année-là avait très très mal débuté parce que j'étais tombé malade en début d'année. J'ai mis 3 mois à me retaper et puis j'avais repris justement par ces fameux championnats de France où je fais deuxième devant des gars qui étaient en pôle. Donc quand j'ai dit à mon entraîneur que je revenais de maladie, que j'étais pas, je connaissais pas la musculation. Chez moi, il n'y a pas de piste, donc je pouvais pas m'entraîner sur piste. Donc mes sprints, bah, je les faisais sur la route. Quand je faisais ma petite sortie d'entraînement sur route, je mixais les deux. Hmm. Donc quand il a vu ça, il a fait oh bah t'as une marge de progression qui a l'air d'être intéressante. Donc c'est comme ça, je me suis dit que j'avais certainement plus de qualité sur piste. Parce que cette année-là, après les championnats de France, j'ai été sélectionné pour la première fois en équipe de France pour aller faire les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc les championnats d'Europe pour moi, bon bah pour la première fois, moi j'habite dans un petit village, dans un département très rural. Je suis fils d'agriculteur. Donc pour moi sortir de mon département, de mon pays, prendre l'avion pour la première fois de ma vie à 17 ans, et puis aller, j'ai été décrocher un titre de champion d'Europe en junior première année, et puis j'ai été déjà aux États-Unis. J'étais à New Incroyable. York. J'étais à New York. Pour moi, c'était dépaysement total. Et je savais que si j'étais performant, les championnats du monde d'après allaient être à Melbourne. Donc, Hmm. Hmm. je me suis dit, bon, apparemment, j'ai des qualités de sprinter.
des qualités naturelles. Donc, si je les travaille, que je rentre en équipe de France, il y a de grandes chances que l'année prochaine, je puisse être champion du monde en junior deuxième année. En plus, bon, cette année, je vais en Italie, j'étais aux Pays-Bas, j'ai été voir, j'ai vu les tours jumelles juste un mois avant qu'elles s'écroulent. Donc, j'ai vu New York, je vois du pays, et je me dis, sur route, peut-être avec le meilleur entraînement du monde, j'aurais jamais fait tout ça. Parce que j'étais Mhm. vice-champion du monde aussi, cette année-là en junior 1. Donc, quand tu es vice-champion du monde en junior 1, tu te dis que si tu passes de 0 entraînement par semaine à 12 C'est entraînements par semaine, incroyable. Ah ouais. et j'allais l'année prochaine, et puis j'ai déjà goûté un maillot de champion d'Europe, à une médaille au championnat du monde. J'avais cet objectif, ce truc qui me pendait, qui disait, allez, peut-être que si tu rentres en équipe de France et que tu t'entraînes correctement et que ça fonctionne, tu peux être champion du monde l'année prochaine. Champion du monde. Chez nous, c'est un maillot tout blanc avec le maillot, l'arc-en-ciel sur le buste, là, c'est magnifique, Mhm. ça fait rêver tout le monde. Donc, bah moi, ça y est, je me suis dit, allez, c'est parti, apparemment j'ai plus de qualité pour faire ça, donc je fais ça. Mhm. Et puis après, voilà, c'est parti. Je suis rentré en équipe de France en 2001 jusqu'en 2021. Ouais, incroyable. Mais on va faire une pause sur ça, on va revenir sur ça, François, si tu veux. Mais c'est juste extraordinaire ce que tu partages aussi parce que tu t'entraînes quand tu es jeune, t'as quand même un bon niveau, etc. Tu touches un peu à tout. Et à un moment donné, euh, un peu à l'encontre de ce que tu voulais vraiment faire, tu te retrouves sur piste. Et c'est vrai que ces qualités-là d'explosivité, pour ceux qui connaissent un peu aussi, euh, c'est pas forcément, bon, c'est des qualités qui te servent, mais sur du long, par exemple, si tu fais un Tour de France ou quoi, ou même une sortie de 200 ou 300 kilomètres, c'est pas ça que tu vas vraiment, c'est pas ça que tu vas vraiment exploiter, tu vois. Tu peux pas, sinon t'es raide. Mais et c'est extraordinaire, comme quoi, des fois, il y a des personnes comme toi qui ont des qualités physiques, ou ça peut être dans n'importe quel domaine, et tu te retrouves là, et comme tu dis, il y a des gens qui déjà s'entraînent énormément. Et là, au bout d'un an, tu commences à faire champion d'Europe, vice-champion du monde. C'est quand même exceptionnel. Quelque part, un peu sans forcer, tu vois, j'ai envie de dire. Et Ouais, entre guillemets. Mais, euh, mais c'est juste incroyable. Et tu te retrouves en fait à l'endroit où tu dois être. Et est-ce que, comme tu disais, toi, ton truc, c'était plus la route. Est-ce que le plaisir, du coup, sur sprint, est-ce que tu prends de plus en plus plaisir, du coup? bah à cette époque-là, oui. Et puis j'ai pris du plaisir vraiment toute ma carrière parce que à force de s'entraîner, tu progresses. Et évidemment, plus tu progresses, plus tu vas vite, c'est logique. Donc quand tu vas vite, tu as des sensations encore plus puissantes, plus jouissives. Et puis quand en compétition, tu regardes ton adversaire vraiment les yeux dans les yeux, il est à côté de toi, tu es au coude à coude avec lui, tu fais des sprints à 75-80 km/h et t'as des et que tu domines ton adversaire, c'est vraiment jouissif. Mhm. C'est vraiment jouissif. Et puis quand en plus de ça, ça se passe bien, que tu as des super jambes, et puis que tu arrives à dominer ton adversaire sans trop avoir mal aux jambes, parce qu'il y a du lactique, hein, ça y va, nous, hein, ça fait vraiment très mal. Donc il y a des fois, je sais pas, on appelle ça, on est dans un état de grâce. Mhm. Et quand tu survoles comme ça, voilà, tu regrettes pas d'avoir choisi ça, hein, c'est sûr. Mais c'est rare, mais quand ça arrive, Mhm. ouais, non, c'est génial. T'as des Mhm. sensations de fou. Nous, le sprint, il y a la vitesse, l'adrénaline. Et puis sur une piste, quand tu prends un virage avec les virages relevés, les pistes, elles font 45 degrés. Donc quand tu prends un virage à la corde, c'est très serré. Et donc, tu as la poussée, ça te pousse. Tu es comprimé contre ton vélo dans le virage. Donc, ça aussi, c'est génial parce que là, tu sens que tu vas vite. Et puis, Mhm. ouais, c'est des sensations que je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre parce que Mhm. honnêtement, c'est aussi très jouissif. Mhm. Ben, ce que tu dis, c'est quelque part, tu as vraiment pris du plaisir dans ça et tu t'es senti vivant. Parce que j'entends vraiment vivant et à 200% dans ce sport. Et qu'est-ce que tu te dis du coup? Parce que bon, mais tu commences, tu fais d'enchaîner des compétitions. Quand tu dis champion d'Europe, vice-champion du monde, comment ça se passe dans ta tête? Parce qu'en 2001, t'es quand même jeune encore, t'es quand même assez jeune. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis, je vais être, si déjà je suis là, c'est une évidence que je vais être champion du monde. Comment tu dis?
Un petit peu. Alors, j'ai un peu pensé comme ça, mais je me suis dit attention parce que faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et chez nous, le sprint français, c'est quelque chose, c'est un sport qui est très très présent. Tous les ans, il y a des champions du monde. Moi, Hmm. à mon époque, il y avait Laurent Garnier, Arnaud Tournant, Florian Rousseau, Frédéric Magnier. Ces gars, c'est des légendes dans mon sport, mais des légendes interplanétaires. Et j'allais m'entraîner avec ces gars-là. J'ai commencé à m'entraîner avec ces gars-là. Et quand tu vois que les gars, ils sont 10, 12 fois champions du monde et qu'ils sont champions du monde tous les ans, ça tombe tous les ans. Toi, tu te dis, je vais m'entraîner comme eux, j'ai le même entraîneur. Donc, il y a de grandes chances que si ça se passe bien, que je puisse être champion du monde. Donc, je me souviens que quand j'étais sur le podium des championnats du monde en junior 2, quand je suis champion du monde junior, quand le gars me remet le maillot, je me suis dit, allez, je me donne 4 ans pour être champion du monde chez les élites. Parce que junior, élite, il y a quand même un petit gap. Des fois, il y a une grosse marche, suivant ta progression, suivant ce qui se passe dans ta tête. Et puis finalement, j'ai pas mis 4 ans, j'ai mis 12 ans. J'ai mis 12 ans parce que j'ai commencé à me mettre trop de barrières et ça m'a vraiment pénalisé. Mais en tout cas, à l'époque, oui, pour moi, c'était pas une évidence, mais je savais que j'avais de grandes chances de pouvoir être champion du monde chez les élites. Et qu'il fallait que je Hmm. travaille. Qu'il fallait que je travaille. Et même à cette époque-là, parce que on est en 2002, après, à 19 ans, j'avais pas encore, c'était dans ma 20e année, mais j'avais pas encore 20 ans. Donc, j'ai fait les Jeux d'Athènes en 2004. Et j'ai fait sixième, en battant mon record. Sixième sur le kilomètre des pas arrêtés. Et là, je me dis, c'est bon, je suis parti, je suis sur la bonne lancée, je progresse, je bats mes records, ça a l'air d'aller. Et puis finalement, en revenant des Jeux d'Athènes, j'ai découvert les Jeux, c'est une autre planète. Hmm. C'est inimaginable. Il faut le vivre. Vraiment le vivre pour savoir ce qui se passe aux Jeux Olympiques. Le village, sur les installations sportives, c'est vraiment incroyable. Et à vouloir trop bien faire, je me suis beaucoup trop entraîné. Et là, j'ai commencé à me casser. Donc, je me suis cassé les clavicules, je me suis fait mal aux genoux. Et ça m'a ralenti aussi. Ça m'a Hmm. ralenti dans ma progression. Et bah, finalement, je progressais, mais finalement, après, derrière moi, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui m'ont dépassé et qui, eux, ont été champions du monde avant moi, alors qu'ils étaient plus jeunes que moi. Et moi, voilà, ça commençait à tourner un petit peu autour parce que pendant 6 années aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 6 ans, tous les ans, j'ai fait deuxième ou troisième au championnat du monde, Hmm. sans jamais gagner. Donc là aussi, on a commencé à m'appeler le poulidor de la piste. Il fait toujours deuxième au championnat du monde, c'est bien, il rapporte des médailles à l'équipe de France, c'est bien, mais il n'a pas ce petit truc, il n'a pas ce petit truc du vainqueur, du winner, du champion du monde. Dans la tête, il est pas encore fiable, il est encore un petit peu faible. Donc voilà, et ça m'a suivi longtemps parce que de 2002-2004 jusqu'en 2013, ma première fois où j'étais champion du monde chez les élites, 2013. Donc ça a été long. Hein. Je suis rentré en équipe de France en 2001. Hmm. Et justement, François, pardon, excuse-moi, je me permets de se faire Ouais, une ouais. petite coupure, parce que ce que tu dis là, c'est très intéressant de ta carrière. Euh, donc, tu es 12 ans avant champion du monde junior, donc extraordinaire. Donc, j'imagine dans ta tête, il se passe des trucs de fou. Les perceptions de toi, de ta vie, de ce que tu te dis quand tu es jeune aussi, forcément. On projette des choses, c'est normal. Et puis après, tu fais des super records aussi, comme tu dis, au JO, etc. Et là où c'est super intéressant quand même, parce que tu sais, aujourd'hui, on est dans un truc où on veut tout de suite. On se dit, il faut que je perde 20 kilos de suite, il faut que je sois comme ça de suite, il faut que j'ai tant d'argent de suite. Et 12 années quand même, 12 années où tu continues à t'entraîner, où tu continues à être là, tu continues à faire des résultats, mais 12 années avant d'atteindre ton Graal, ça c'est hyper intéressant dans le sens de qu'est-ce que tu te dis mentalement. Parce que quand on voit les sportifs de haut niveau, les grands entrepreneurs, j'aime bien comparer les deux parce que c'est très lié, mais on voit toujours la réussite, le résultat. Mais tous ces doutes ou ces moments voilà, d'interrogation, comment tu vis ces 12 années
qui de plus en plus, ben, les années passent. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à tout ça? Est-ce que c'est mort? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que tu dis? Bah, au début, je me trouvais des excuses. Dans les années 2006, 2007, 2008, je me trouvais des excuses à dire, bon, bah voilà, il y a la superstar, c'était un Anglais chez nous à cette époque-là, Chris Hoy, c'est la superstar qui est vraiment imbattable. Personne ne le bat. Et moi, je faisais souvent deuxième derrière lui. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, bon, bah, on avait comme lui 7 ans de différence. Donc 7 ans, c'est comme chez nous quasiment une demi-carrière. Donc je me suis dit, bon, bah lui, voilà, j'ai pas encore sa maturité physique. Il me manque beaucoup d'années d'entraînement, mais peut-être que quand il partira, ce sera peut-être mon tour. Mais pendant que lui il vieillit, il y a toujours les jeunes qui arrivent, il y a d'autres jeunes qui arrivent, puis dans d'autres nations aussi. Donc je me fais battre aussi par plus jeunes dans d'autres nations, mais je me suis dit, allez, ouais, si, ça va passer, ça va aller. Et puis en fait, je me disais, je veux être champion du monde, je veux être champion du monde. Les journalistes, la veille des compétitions ou la veille de partir au championnat du monde, c'était tout le temps, bon, bah voilà, interview pré-compétition, c'est quoi tes objectifs? Bah, je veux être champion du monde. J'ai fait deuxième ou troisième l'année dernière. Cette année, je veux être champion du monde. Mais finalement, toujours battu. Donc, je me trouvais toujours des excuses. Oui, mais lui était plus fort. Oui, mais moi, finalement, je n'étais pas bien. Moi, j'ai serré le moteur à mi-course parce que j'ai trop toxiné. J'étais un peu trop tremblant au début de ma course. J'étais un peu trop stressé. Donc, je trouvais toujours des excuses à droite, à gauche. Le oui, mais. Si le oui, mais faisait partie de mon vocabulaire. Mhm. Et puis, à un moment donné, bon, on est quand même en 2012. En 2012, j'arrive l'année des Jeux. Donc là, je commence à maturité. Je prétends à être sélectionné aux Jeux Olympiques. Il y avait 3 critères de sélection à respecter pour être sélectionné aux Jeux Olympiques. J'en remplis 2, très bien. Et le troisième, je ne remplis pas. Et en fait, j'étais en concurrence avec un autre Français. Et lui n'a rempli les 2 critères de sélection que moi je remplis. Lui, il les remplit, mais moins bien que moi. Donc on peut dire que ça fait. Et le troisième, lui aussi ne le remplit pas. Donc finalement, ça fait 2-0 pour moi. Si on met des points sur chaque critère de sélection. 2-0 pour moi. Mais lui était plus ancien. Il avait vécu des Jeux Olympiques. Il avait gagné des médailles aux Jeux Olympiques. Et finalement, c'est lui qui a été sélectionné à ma place. Je dis vraiment à ma place que, honnêtement, sur les critères de sélection, j'aurais dû être sélectionné. Donc, bon, bah, moi, là, je prends vraiment un coup au moral et je suis vraiment au fond du trou, quoi. Vraiment. Mhm. Vraiment. Et je suis vraiment en grosse dépression. J'ai vraiment un genou à terre. Ça va vraiment pas bien du tout. Parce que je prétendais vraiment à être médaillé olympique, voire pourquoi pas gagner, on sait jamais. Et puis là, je demande au sélectionneur pourquoi tu m'as pas sélectionné? Parce que le sélectionneur m'avait dit, le DTN m'avait dit 2 mois avant les Jeux, c'est toi que je prends. Les critères de sélection, c'est clos, c'est toi que je prends. Il me l'a dit à 2 reprises. Il a même dit devant témoin. Donc bon, moi j'étais serein. Et puis le jour de l'annonce, j'apprends dans les journaux que je suis pas sélectionné. Donc grosse claque. Et là, quand je lui demande, il me fait, bah, écoute François, on ne fait pas assez confiance. C'est bien, tu es toujours deuxième ou troisième depuis 6 années de suite, tu rapportes des médailles à l'équipe de France, mais on ne te fait pas assez confiance. T'as pas ce petit truc-là. Et moi là, finalement, en fait, je me suis rendu compte, pour répondre à ta question, que depuis toutes ces années-là, je me mentais à moi-même. Je me mentais à moi-même. Je me trouvais toujours des excuses. Je me disais que je savais gérer la pression parce que je suis toujours deuxième ou troisième. Et je me disais que si je savais pas gérer la pression, j'aurais pas fait deuxième ou troisième à un championnat du monde tous les ans. C'est que je dominais mes émotions et l'importance de la compétition, tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte que je dominais pas si bien que ça. Je subissais quand même les compétitions, les pré-compétitions, parce que nous, on est enfermés dans un hôtel pendant une Mhm. semaine avant, hein. On s'entraîne très peu, on tourne beaucoup dans notre chambre d'hôtel, on attend le jour J parce qu'on fait du jus. Donc on est allongé sur notre lit tous les jours, on sort juste pour se faire masser et pour faire un pseudo-entraînement d'1 heure. Donc on a le temps vraiment de cogiter, et puis on a peur, et puis machin, et puis nous, il y a les chronos qui parlent. Ou alors c'est des matchs en 1 contre 1. Donc, donc je vais pas aux Jeux Olympiques. Et puis bon bah là, je décide de prendre un préparateur mental. Et en fait, le préparateur mental, lui, j'en ai pris deux qui étaient complémentaires.
Et puis il y en a un, vraiment, c'était vraiment sur l'aspect mental, sur l'aspect, ce que je dois penser avant, juste avant un objectif, ou pendant l'objectif, ou ce que je dois penser pendant la course. Et l'autre prépa mental, c'était plutôt un coach de vie, sur la place du sport dans ma vie, essayer de Hmm. relativiser par rapport à l'importance des adversaires, l'importance d'un championnat du monde, ça reste que du sport. Tu te regardes tes parents ils triment, ils sont ouvriers ou agriculteurs, ils triment comme des malades. Ils gagnent 3 francs 6 sous, ils sont au SMIC, ils sont difficiles. Et puis toi, tu arrives tant bien que mal à vivre de ta passion quand même. Tu fais le tour du monde tous les ans. Et finalement, voilà, ils m'ont aidé un petit peu à relativiser, à démystifier l'importance des adversaires et de la compétition. Et l'autre, il m'a vraiment dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et en un, il m'a dit tout simplement, pense à ce que tu dois faire et pas à ce qui pourrait arriver. Hmm. Alors ça, moi, ça a fait tilt parce que moi, dans mes compétitions, je suis en finale des championnats du monde. Oh, je me dis, ouais, je suis comme ça, quoi. J'ai la flip un peu. Je dis, je pourrais être champion du monde. Ça va, ça fait déjà assez d'années que je cours après. J'avais 28 ans déjà. Et puis je me suis dit, bon, il faudrait quand même que le travail paie. Parce que moi, mes aînés, ils ont tous arrêté à 30 ans. Parce qu'ils étaient rincés, soit physiquement ou soit mentalement. Ils étaient à bout. Donc ils arrêtaient à 30 ans. Moi, je commençais à avoir, j'arrivais sur mes 28 ans. Je me suis dit, il va falloir quand même que je gagne au moins une fois dans ma vie pour pouvoir tout simplement avoir le travail qui paie, avoir une récompense sur tout ce travail acharné depuis toutes ces années-là. Et puis finalement, moi, je me rendais compte que pendant mes compétitions, bah, je me faisais peur. Ouais, lui, il est champion du monde, moi, je suis pas champion du monde, donc je peux pas le battre. Ou alors, ah, je pourrais être champion du monde, je pourrais être champion, Hmm. je pourrais perdre, encore perdre, je pourrais mal courir, parce que chez nous, c'est vraiment l'instinct, le sprint. On fait des sprints de 10 secondes en un contre un avec un autre coureur, on roule à 75, 77 km heure. C'est l'instinct qui doit prendre sur les décisions qui doivent être prises. C'est l'instinct qui parle. Donc, tout ça, ça génère beaucoup de stress, et des fois, on perd ou on gagne pour un millième de seconde. Pour Hmm. l'épaisseur du petit doigt ou photo finish, un boyau. Donc, bon, j'ai essayé de relativiser tout ça. Et puis c'est surtout en 2012, donc je vais quand même aux Jeux Olympiques. J'y vais en tant que remplaçant. Et à cette année-là, depuis 2010, tous les ans, j'allais au Japon. J'allais au Japon faire une tournée de keirin, pour ceux qui connaissent. C'est un peu comme le PMU chez nous, c'est les gens parient sur les coureurs, on a des Kazakhs. Et donc là-bas, je suis vraiment livré à moi-même, je suis seul là-bas. Et j'allais au Japon tous les ans depuis 2010, 4-5 mois par an. Et puis, je devais y retourner en 2011. Donc, la première année, j'y vais en 2010. Je devais y retourner en 2011, mais il y a eu Fukushima, malheureusement. Donc, mon invitation était reportée en 2012. Et en 2012, j'arrive là-bas après les Jeux. Donc, j'arrive là-bas dès le mois de septembre. Et puis, j'ai retrouvé un ami japonais, qui, en 2010, ne s'entraînait pas sur ma piste, là où je Hmm. m'entraînais. Et je lui dis, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'entraînes ici maintenant? Et c'est là qu'il me dit, bah oui, parce que j'habitais à 20 km de Fukushima, de la centrale de Fukushima. Et moi, je suis parti comme ça, ça a éclaté, tsunami et tout. Donc, je suis parti, j'ai pris ma voiture et j'ai rien pu prendre. Et depuis, bah, toutes mes affaires sont là-bas, toutes mes photos de famille sont là-bas, tous mes souvenirs d'enfance sont là-bas. Et je pourrais jamais y retourner parce que c'est trop irradié. Donc en fait, voilà, j'ai ma vie là-bas, j'ai ma première vie qui est là-bas. Et il me dit, c'est là qu'il me dit, c'est en fait c'est ça qui m'a vraiment marqué. C'est là qu'il me dit, écoute, j'ai 30 ans, je vis de ma passion parce que je suis coureur de keirin. Ma famille, j'ai perdu personne dans le tsunami, personne n'était irradié. Ma femme et mon enfant vont bien. Et donc j'ai le droit à une seconde chance dans la vie. Et on était en septembre 2012. Et moi, à ce moment-là, j'étais en grave dépression parce que je n'avais pas été sélectionné au jeu. J'étais au jeu en tant que remplaçant. Je vais sur place, ça se passe. Bon, la personne qui a fait l'épreuve que je devais faire, il a fait chou blanc, donc j'étais encore plus dégoûté. Limite, j'aurais vraiment souhaité pour la France, qu'il gagne une médaille et pour justifier le fait ils ont eu raison de le prendre. Mais finalement non, parce il était éliminé dès les quarts de finale. Donc j'étais vraiment dégoûté. Et lui, il me dit ça. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. François, tu Hmm. peux,
arrête de pleurer, c'est plus possible. Tu trouves toujours des excuses. Et ça a vraiment été ça mon déclic. C'est vraiment cette conversation avec ce coureur-là de japonais. Parce que moi, je me trouvais des excuses, j'étais toujours en train de pleurer. J'étais en train de pleurer à ce moment-là, j'étais en grave dépression à cause de ma non-sélection au jeu et de la façon dont ça s'était passé. Et puis finalement, j'ai relativisé. Là-bas, je suis resté jusqu'à Noël, donc de septembre à décembre. Et toutes ces périodes-là, je me suis vraiment remis en question sur ce que m'avait dit le DTN. On ne fait pas assez confiance. Et je me suis dit, je vais revenir. Il est hors de question qu'on me redise. Il est hors de question qu'on me redise. On ne te fait pas assez confiance. On ne te fait pas assez confiance. Et moi, je me suis dit, cette phrase-là, je ne l'entendrai plus jamais dans la bouche d'un sélectionneur. Je dois me rendre indispensable. Les oui mais, les excuses, les oui mais parce que ça sort de mon vocabulaire. C'est plus possible. Et donc, j'ai relativisé. Je me suis dit, bon, voilà, ça faisait 10 ans déjà à l'époque que j'étais rentré en équipe de France. Donc, je faisais bêtement tout ce qu'on me disait de faire à l'entraînement, je faisais bêtement, sans réfléchir, parce que je n'étais pas entraîneur et que je faisais comme un mouton. J'allais à l'entraînement, je faisais mes sprints, je revenais chez moi. Pas de questions, pas de remise en question. J'essayais même pas de comprendre pourquoi je faisais ça aujourd'hui et pourquoi pas demain. Et donc, tout ça, j'ai essayé. J'ai été voir mon entraîneur, j'ai fait, bon, maintenant, tu m'expliques mieux. Parce que je n'étais pas non plus bête à ce point-là. Je comprenais un petit peu. Mais je dis, maintenant, tu m'expliques mieux. Pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui? Pourquoi dans ce sens-là? Et donc, là aussi, ça commençait, toute la prépa mentale commençait aussi à faire un peu son effet. Pense à ce que tu dois faire et pas à ce qui pourrait arriver. Arrête de te prendre la tête. C'est que du sport. Finalement, l'Australien qui est à côté de toi sur la ligne de départ, là, ou l'Allemand, il veut ta peau, ouais, ok, mais ça reste du sport. Ils vont pas te foutre, ils vont pas t'envoyer à l'hôpital, ils vont pas te tuer. Il a l'amour aussi du sport pour toi. Ça doit être un Australien ou un Américain ou un Allemand. Il est là parce qu'il a la même passion que toi. Et ça aussi, ça m'a aidé à relativiser. Ça m'a aidé beaucoup à démystifier mes adversaires et à démystifier l'importance d'un championnat du monde. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au Japon, on est invité, c'est sur invitation, et ils prennent les meilleurs mondiaux. Donc moi, j'ai été là, je suis allé là-bas avec les meilleurs mondiaux. Donc le meilleur Australien, le meilleur Néerlandais, le meilleur Russe, le meilleur Anglais. Et ces gars-là, là-bas, puisqu'on est très loin pendant très longtemps, on est très loin de notre famille, on est vraiment livré à nous-mêmes, on est en pleine campagne japonaise, personne ne parle anglais, c'est très compliqué, on habite dans une maison délabrée. Donc finalement, là-bas, ça ne devient pas mes ennemis, ça devient mes alliés. Et ça devient mes potes. Ça devient mes potes. Et finalement, les meilleurs mondiaux, finalement, quand je retombais contre eux au championnat du monde, j'avais plus cet aspect de lui, les champions du monde, moi je ne suis pas, je ne vais pas arriver à le battre. Et puis finalement, je les voyais, eux, le Japon, ils prenaient ça comme, il y en a certains qui prenaient ça comme une période de, ouais, j'y vais tranquille, je suis au Japon, c'est cool. Si j'ai pas de résultat, c'est pas grave, je suis là pour me faire plaisir. Moi, j'étais au taquet et finalement, j'en voyais fumer. J'en voyais boire de la bière le soir ou boire son petit saké ou se mettre des mines au whisky. Donc, je me disais, ouais, mais moi, je bois pas, je fume pas. Donc, je me disais, mais finalement, je suis hyper professionnel, moi, dans ma façon de faire et dans mon état d'esprit. Et c'est pour ça que toutes ces périodes au Japon, ça m'a vraiment, j'ai switché. C'est comme ça que j'appelle ça, j'ai switché. Et dès le mois de février 2013, la première fois, champion du monde. Première fois de champion du monde chez les élites. Et je me souviens, j'ai eu le kiné, mon kiné qui me suit depuis de nombreuses années. Au départ de la course, donc on est dans une chambre d'appel, on est assis sur une chaise, c'est à notre tour. Et puis habituellement, moi j'essaie de me mettre en transe pour essayer de vraiment de sortir la rage, parce qu'on fait un sprint, ça dure que très peu de temps. Et puis moi j'essaie de me mettre en transe. Et puis je me suis rendu compte que finalement, je me vidais. Tout mon influx nerveux, je me vidais. Et là, je me suis dit, allez, maintenant, là, t'es confiant, tu vas prendre du plaisir. C'est tout. Tu t'en fous de l'autre à côté. Parce que l'autre à côté, c'est mon adversaire direct. Ça va bientôt être à lui. C'est l'outsider ou c'est peut-être même le leader, le favori. Donc, moi, cette année-là, j'étais plutôt outsider. Parce que j'étais pas champion du monde encore. Et je voyais le mec à côté de moi, c'était un Néo-Zélandais, c'était lui le favori. Ouais, il était speed. Il était tout speed, il refaisait ses lacets, il remettait bien son cuissard, il était là, il avait chaud et tout, il hyperventilait.
Et moi, j'étais vraiment serein, tranquille sur ma chaise. Et après la course que j'ai gagnée pour la première fois, après la course, mon kiné est venu me voir, il me fait François, je t'ai pas reconnu au départ. C'est pas le François que je connais d'habitude. J'ai compté, tu as respiré 20 fois en une minute. C'est très faible. 20 fois une minute. D'habitude, je suis chaud, j'hyperventile, le stress fait que ça monte tes pulsations cardiaques, donc malgré toi, tu ventiles. Là, 20 fois, c'est très très faible. Et bizarrement, je suis au départ de la course, et quand je vois les replays de cette course-là, je vois ma tête au départ. Je suis pas là en train de faire des grimaces, en train d'essayer de m'énerver comme un fou. Je suis posé, je contrôle tout. Je suis là pour me faire plaisir. J'en ai marre. Hmm. Ça fait 12 ans que je fais toujours deuxième ou troisième. C'est fini cette année, je la prends cool. Et puis parce que dans ma tête, j'ai un peu plus confiance. J'ai démystifié l'importance d'un championnat du Hmm. monde. Et je pense à ce que je dois faire et pas à ce qui pourrait arriver. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, je dois bien partir, je dois souffler, je dois forcer là, je dois bien tenir la corde pour pas faire trop de distance. Je dois bien respirer, me relâcher. Et puis à la fin, je donne vraiment tout ce que j'aime, mais vraiment toujours en relâchant, en me relâchant. Et là, bam, champion du monde pour la première fois. Et là, je me dis, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon chemin. J'ai trouvé enfin mon chemin pour être champion du monde. Et après, dans la foulée, bah, ça y est, c'est parti. C'est le gros fardeau. J'ai 28 ans, je suis potentiellement en fin de carrière et je suis champion du monde pour la première fois. Et cette fin d'année 2013, bam, deux records du monde. Deux records du monde, un sur le kilomètre départ arrêté et un sur le 200 mètres. Et bon, c'est l'apothéose. Et l'année d'après, en 2014, 3 mois après mes records du monde, mes records du monde qui ont été en décembre, 3 mois après, il y a les championnats du monde. Et là, j'annonce que je souhaite gagner trois maillots de champion du monde, 3 titres de champion du monde. Mais les 3 épreuves individuelles de mon sport. Dans mon sport, il y a 4 épreuves. 3 individuelles et une par équipe. Et moi, j'ai dit, je vais là-bas, je vais pour gagner les 3 individuels. Et là, on m'a regardé, non mais tu te rends pas compte, jamais personne n'a fait ça dans ton sport. De toute l'histoire de ton sport, jamais personne n'a réalisé ça. Donc pourquoi toi tu le ferais? Ok, tu as été champion du monde l'année dernière, tu viens de battre tes records du monde, tout le monde a dit que j'avais pris la grosse tête. J'ai fait non, je sais que je suis capable de le faire. Et j'ai gagné mes 3 titres de champion du monde et c'était une première historique. J'ai fait mon triplé historique. Et, et j'étais galvanisé, j'étais enfin confiant. Je prenais du plaisir maximal parce que je gagnais. Et puis quand tu domines tes adversaires comme ça, c'était jouissif. J'étais sur mon petit nuage. Et ça, j'étais dans mes années d'état de grâce. J'avais enfin confiance. Et c'était voilà jusqu'en un peu en 2021 où j'ai pris ma retraite et où j'ai fini sur une belle médaille paralympique avec mon binôme. Et c'était génial. C'était génial. J'ai vécu des années. Plus on me disait c'est impossible, tu peux pas le faire, parce que même pour mes records du monde, quand j'ai annoncé avant d'y aller que je voulais battre mes records du monde, tout le monde m'a dit oh, ça y est, François, il a pris la grossette, il est enfin champion du monde en début d'année pour la première fois de sa carrière. Ça y est, il passe plus les portes. Le gars, ça y est, il annonce qu'il va être double recordman du monde. Et finalement, je l'ai fait aussi. Donc ça, plus le triplé Hmm. 3 mois après. Donc après, on a commencé à prendre un peu au sérieux. On m'a commencé à prendre un peu au sérieux et puis voilà, j'étais lancé. J'étais lancé, Ah je prenais mon pied, j'avais enfin confiance en moi. Je dominais enfin mon ouais. sujet. Hmm. Je dominais enfin mon sujet. J'avais plus peur de personne. Et je prenais encore plus de plaisir dans mon sport parce que finalement, c'est que du sport. C'est que du sport. Et là, je dis merci. La, la... Hmm. Malheureusement, l'histoire de mon ami japonais m'a beaucoup servi. M'a beaucoup... Moi, il n'y aurait pas eu de Japon, c'est sûr. J'aurais peut-être été, peut-être une fois ou deux, quand même, champion du monde dans ma carrière, mais pas 7 fois comme ça en 4 ans. Pas un triplé historique, pas 2 records du monde et pas de médailles olympiques et paralympiques. C'est sûr que non. Parce que ça m'a vraiment, dans ma tête, ça m'a vraiment Hmm. métamorphosé. Et ça a été vraiment mon élément déclencheur. Ma non-sélection au jeu 2012, dans la foulée, l'histoire de mon ami japonais qui m'a vraiment, ouais, ça m'a métamorphosé.
Non, François, c'est excellent. Je me suis régalé ce que tu as partagé. C'est une pépite, pépite de champion, vraiment. C'est extraordinaire ce que tu as partagé parce que il y a tellement de choses qui sont riches. Mais pour revenir à ce que tu as dit, encore une fois, tu es la preuve et tu l'as montré que tout est dans la tête, en fait. Que tout est dans la tête. Et surtout, euh, quand on veut aller chercher du haut niveau ou certaines choses, tu le sais, tout tient à des millimètres, en fait. Oui, Tout surtout dans mon tient à des sport. millimètres. Exactement, Ouais. c'est le cas de le dire. Et, et aussi bien physiquement, mais que mentalement. Pour gagner ces millimètres physiques, il fallait les gagner en premier là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et comme tu dis, à travers ces événements, tu as été un peu comme Rocky, tu vois. Il gagne, il perd, et puis après, c'est difficile. Et contre le Russe, il revient. Juste, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a Oui, donné exactement ce je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai plus rien à douter. Je vais tout donner, tout en me disant, mais je vais tout donner. C'est tout. Et le donner le meilleur de moi-même pour moi en premier. Et tu vois, quand tu as raconté ton histoire, c'est excellent parce que on sent ce changement, en fait, cette bascule, tu vois, de se dire, ouais, c'est super ce que tu fais, t'es un super sportif, mais t'es pas un champion du monde. Et là, des événements, en fait, qui se sont venus s'emboîter, et comme on peut dire, ouais, ça peut être la grâce, ça peut être la vie, ça peut être des synchronicités, ça peut être tout ce qu'on veut, mais le fait de ne pas avoir lâché, tu as vécu ces choses-là, où ça fait exploser des choses dans ta tête aussi, et c'est juste ça, en fait, qui est magnifique. Parce qu'après, quelque part, cet événement-là, de pas avoir été pris, et puis de rencontrer cette personne, ton ami japonais, et le coaching, etc., tout ce qui s'est mélangé, comme tu l'as dit, dans ta façon après de devenir, c'est-à-dire juste, je suis là, je suis prêt. J'ai pas besoin de sauter partout, j'ai pas besoin de faire le foufou. Je suis là, je suis prêt, je sais pourquoi je suis là, et je vais le faire. Et c'est comme si, quelque part, tu avais retrouvé aussi comme une paix, je ressens, en fait, comme vraiment une paix intérieure, un pourquoi fort. Et maintenant, écoutez-moi, je suis sur le mode feu inarrêtable et c'est parti. Et c'est juste incroyable. Euh, qu'est-ce que tu aimerais dire, François, après ton histoire, ta vie, ton parcours extraordinaire? Qu'est-ce que tu aimerais dire justement de toute ton expérience, de ces hauts, de ces bas, à des jeunes peut-être, des jeunes comme toi, tu as pu être, si maintenant tu te visualises le jeune de quand tu avais 15 ans, 16 ans ou 17 ans, et peut-être il y a des jeunes sportifs qui vont regarder ou qui regarderont cette interview, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes, si tu avais deux ou trois conseils, avec tout ton recul, pour les aider à peut-être aussi devenir champion du monde ou champion de France ou ce qu'ils veulent dans leur domaine. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? bah, je leur dirais que la priorité, c'est d'abord le plaisir. Ça reste du sport. On est là pour faire du sport. Le sport génère et dégage des belles valeurs. Dans le sport, il y a aussi malheureusement des mauvaises choses, mais il faut Mm. rester sur les belles valeurs. Il faut s'accrocher à ces belles valeurs-là. Donc, il faut d'abord, avant tout, prendre du plaisir. Parce que si tu prends pas du plaisir dans ce que tu fais, alors tu peux être champion du monde peut-être, mais ça va durer qu'un temps. Mm. Mais si tu prends en plus de ça du plaisir dans ce que tu fais, là, tu vas pas être à 100%, tu vas être à 200%. Et c'est là où tu vas prendre, d'ailleurs, c'est quand tu prends du plaisir que tu es un petit peu moins stressé. Donc, au lieu de subir, tu domines plus ton sujet. Et c'est là aussi, dans des prises de décision en sport, c'est là où tu prends les meilleures décisions. Mais donc, avant tout, prendre du plaisir. Parce que c'est la base du sport. Ensuite, je conseillerais de, s'il veut performer et s'il veut vraiment progresser, bah, le talent c'est bien, mais il n'y a que le travail régulier qui paie. Se poser les bonnes questions et, euh, et être professionnel aussi dans sa démarche. Et puis Mm. aussi se faire confiance, se faire vraiment confiance. Parce que moi, c'est ce que je dis, parce que je fais des conférences en entreprise, justement, je raconte un peu ma petite histoire. Et j'aime dire qu'à l'intérieur de nous sommeille un champion. Mm. Et c'est à nous d'avoir cet élément déclencheur pour le réveiller, justement. Parce qu'on est tous capables de belles choses. Alors, à plus ou moins, ça dépend du niveau aussi. Mais
on peut arriver à se sublimer si on se pose les bonnes questions, on prend du plaisir et on travaille correctement et d'une manière professionnelle. Mais voilà, la confiance, le plaisir et le travail. Et Magnifique. la remise en question aussi. Hmm. Parce que moi, j'aurais pas eu ma remise en question. J'aurais continué à travailler, travailler, travailler. Parce que mes entraîneurs étaient d'accord avec moi. François, doucement, doucement, t'en fais trop. Tu travailles bien, mais t'en fais trop. Mais voilà, on est content de ton travail. Mais à trop vouloir en faire, voilà. Et puis à pas me poser les bonnes questions, pas la confiance. Le plaisir était un peu parti. Voilà. Et quand j'ai réussi à retrouver tout ça et à tout remboîter, ah bah là, ça y est, c'était jackpot, quoi. C'était parti. C'était parti. Ah, ouais. C'est ce que tu as partagé, c'est magnifique. Et merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Et ça me fait penser, dans nos vies, tu sais, d'entrepreneurs, de sportifs, on passe aussi des périodes comme ça. Et j'aime beaucoup cette phrase de Steve Jobs qui dit que je me suis fait virer moi-même de ma propre entreprise, mais le patient en avait besoin, tu vois, le Ouais. patient en avait besoin. Mm. Et je trouve que ça, c'est exceptionnel et ça nous arrive tous quand on est sportif. Et comme ton histoire, c'est quelque part, ben, j'ai pas été pris. Ok, ça a été très dur et forcément, c'est des choses très dures parce qu'il y a beaucoup d'engagement, d'investissement. Mais derrière, qu'est-ce que ça m'a permis, tu vois? Et juste pour dire que euh, c'est vrai qu'on nous prépare, tu sais, en tant que sportif, à toujours performer, il faut être là, il faut être là. Mais on nous prépare pas dans les moments de bas. Et Ouais. là, et là, c'est peut-être le, la chose à souligner, tu vois, dans le sens que ces périodes de bas, quand elles vont venir parce qu'elles viendront, Oui. mais de savoir les utiliser, de La savoir résilience. voilà, La résilience. de Ouais. se réinventer, ouais. Mm. La résilience, super important. Ouais, Hmm. moi, je pourrais peut-être, ce mot-là, alors moi, je me disais ne jamais rien lâcher. Ne jamais rien lâcher. Parce qu'il y a les mauvaises langues aussi, forcément. T'as aussi des ennemis dans le clan français. Donc, moi, c'était aussi, mon but, c'était de fermer leur bouche. Ah, tu vas voir. Non, tu vas pas m'avoir. Tu vas pas m'avoir. Ah ouais, t'as dit ça. Attends, j'ai entendu que t'avais dit ça. Tu vas voir. Tu vas voir les rumeurs, tout ça. Alors moi, je m'en suis nourri un petit peu aussi, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ah ouais, je suis pas capable de faire ça. Tu vas voir. Attends, bouge-toi. Et c'était, et je te jure, c'est jouissif. C'est vraiment jouissif quand tu fermes la bouche de tes détracteurs. Ça, Exactement. Et c'est- et en agissant par les actes, ouais, ouais. par les actes. Et ce que tu dis là, c'est très important aussi parce que ça rejoint la confiance en soi et quelque part, les êtres humains, c'est au fond du fond, qu'est-ce qu'on veut tous? On veut avoir cette vraie confiance, on veut se sentir fort, on veut se sentir bien. Et ce que tu dis là, c'est vraiment important parce que ça s'applique à tout domaine de vie, qu'on soit sportif ou pas, tu le sais quand tu veux lancer quelque chose de nouveau. Et tous les grands qui ont lancé d'autres choses, on leur dit, Arnold Schwarzenegger, on dit, mais non, mais tu t'as fait ça, tu vas pas faire des films, arrête, et puis tu vas pas éveiller. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu as cette mentalité-là, juste de regarder que ces gens-là, si, comme toi, on les a montrés du doigt, on les a jugés, on les a critiqués, alors que toi, quand tu vas lancer ton truc, il y a d'autres gens qui vont te juger, critiquer. Mais comme tu l'as dit, avec résilience, si vraiment c'est important pour toi, tu vas le faire par les actions et ça sera beaucoup plus puissant que perdre du temps à répondre. Ouais, c'est sûr. François, je veux déjà te remercier pour tout ce que tu as partagé. Vraiment. C'était une super rencontre, une super entrevue. J'ai beaucoup aimé, c'est très intéressant. Je te posais une dernière question, après je vais te laisser Ouais. tranquille. La dernière chose, c'est donc déjà, quels sont tes projets aujourd'hui? Parce qu'après avoir été 7 fois champion du monde, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire du moins aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu as envie d'en Oui, parler? oui. Alors moi aujourd'hui, bon bah je suis déjà à la retraite sportive, donc je suis sur mes activités de reconversion que j'ai anticipé depuis quelques années déjà. Donc bon, ma première activité, c'est je suis conférencier en entreprise. Donc voilà, je raconte un peu la résilience, l'optimisation de la performance, le dépassement de soi, la prise de confiance. Je me sers de mon expérience et de mon histoire pour montrer à tout le monde que c'est possible, justement. Hmm. À côté de ça, j'ai une société où je fais des baptêmes pistes VIP aux entreprises. Donc là, rouler sur une piste avec un vélo pignon fixe avec des virages à 45 degrés, les gens ont très peur. Donc en fait, ce que je dis dans mes conférences, je le mets en pratique dans mes baptêmes. Le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort.
faire confiance, le lâcher prise, tout ça, c'est super important pour pouvoir réussir à monter tout en haut du virage sur une piste. Donc ça, c'est mon activité team building, on va dire. À côté de ça, je suis consultant pour France Télévisions et la chaîne L'équipe. Donc dès qu'il y a de la piste à la télé, je commente. Je suis consultant avec mes binômes, parce que je fais ça en binôme avec des vrais journalistes. Et puis à côté de ça, j'ai repris l'exploitation, la ferme à mon père, qui vient de partir lui aussi à la retraite. Il était agriculteur. Donc j'ai repris les terres et je viens de planter quelques hectares de bambou dans un but de faire un projet environnemental. Parce que ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est que le bambou, il n'y a besoin de aucun produit phytosanitaire pour que ça pousse. Donc c'est ultra nature, ça pousse tout seul. Et puis 1 hectare de bambou, ça absorbe 35%, ça rejette 35% d'oxygène en plus qu'un hectare de forêt. Et ça absorbe 5 fois plus de CO2 qu'un hectare d'arbre. Donc tout ça, et la récolte se fait à la main. Donc c'est très bon. Le bambou aujourd'hui, je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Ça remplace le plastique qui pollue nos océans. Et puis il y a un marché de fou pour l'utilisation du bambou. Et à côté de ça, sportivement, je continue toujours à m'entraîner. Je m'entraîne quasiment encore tous les jours parce que j'ai un projet. Alors je l'ai pas encore annoncé officiellement. Je vais pas vraiment le faire aujourd'hui, mais j'ai un projet de battre le record du monde de vitesse sur un vélo très spécial. J'en dis pas plus. Je vais bientôt annoncer ça. Je pense début avril, je vais annoncer ça. Ça fait déjà 2 ans que je travaille là-dessus avec des ingénieurs pour optimiser mes chances de réussite. Et puis pour plus tard, voilà, je pense que on verra suivant les opportunités. Je suis ouvert à toute opportunité, mais je suis surtout dans le conseil. Et puis mes petits bambous là, j'ai hâte qu'ils grandissent. Ah, magnifique, François. Mais écoute, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. C'est très intéressant. Et on va suivre tout ce que tu fais. Donc, les amis, si vous regardez maintenant un replay ou sur YouTube, je mettrai le lien du compte d'Instagram de François. Comme ça, si vous voulez prendre contact, regarder ce qu'il fait, envoyer un message, n'hésitez pas. Et encore une fois, champion du monde ou qu'importe, tout le monde est accessible. Je le dis tout le temps, mais s'il y a la gentillesse, le respect, les gens vous répondront. Donc, voilà. Parfois, tu le sais toi aussi, une rencontre, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, Oui. n'hésitez pas si vous avez besoin. Et dernière question que je te pose, c'est François, on va dire tu vis jusqu'à 120 ans parce que tu es un sportif de fou, t'es un sportif de fou furieux avec tout ça. Et pleine santé, pleine énergie, tu réalises peut-être tes rêves, tes nouveaux projets que tu as envie de faire. Et avant de partir, on te dit François, merci pour tout ce que tu as fait, pour tous les gens que tu as inspirés, etc. Tu le sais, tu peux rien emporter. Même pas les médailles, tu pourras pas les emporter. Mais par contre, tu peux laisser une phrase gravée avec ton nom, ton prénom dans ce monde ou un message. Qu'est-ce que tu aimerais laisser graver? Voilà, c'est ce que je me suis dit durant toutes ces années, et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à faire du sprint jusqu'à 37 ans, c'est ne jamais rien lâcher. Voilà, s'il y a vraiment qu'une phrase, parce que j'en dirais bien d'autres, mais ne jamais rien lâcher. Voilà. Magnifique. Magnifique, François. Ben, écoute, vraiment, je te remercie du fond du cœur pour ce partage. Et Avec puis, au plaisir. grand plaisir de te rencontrer, de se voir, ou peut-être un jour dans une conférence, si ça t'intéresse, de partager quelque chose. Et puis, merci à tous les amis qui sont passés par là. Et puis, je te souhaite une belle soirée. Merci. Je vois qu'il fait bien noir chez toi, que Ouais, ça je suis s'est coupé. désolé. Ouais. Le soleil, c'est la lumière. Ouais. pas de problème. Mais en tout cas, François, belle soirée, merci et à très vite. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.